Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Hubert, Chief Statistician Officer chez AB Testing. AB Testing, une marque qu'on ne présente plus, mais qui est un des leaders mondiaux de l'A/B testing. Mais je laisserai bien sûr Hubert présenter tout ça. Pourquoi je suis excited à propos de cet épisode? Déjà, on va parler d'un des sujets les plus importants de l'A/B testing, les statistiques. On va essayer de débugger ensemble déjà pourquoi on regarde les stats et quels sont les stats importants à regarder en A/B test. Et je sais que beaucoup d'entre vous m'ont posé la question de est-ce que Hubert peut nous banaliser les statistiques, nous expliquer comme un enfant de primaire comment sont les stats de l'A/B test, hein. On est dans une industrie où les gens viennent du design, du marketing, pas forcément un background mathématique. Donc voilà, on a 45 minutes pour essayer de débugger tout ça pour vous. Et donc, bienvenue Hubert. Merci. Merci beaucoup d'être là. Comme je te l'ai dit, super excited. Hubert, en plus, ça fait plus de 20 ans, je crois que tu es dans le domaine des statistiques ou enfin de la recherche. Donc, tu es quelqu'un qui a pu vraiment vivre tout ça. Est-ce que tu pourrais rapidement nous retracer un peu ton parcours? Alors, effectivement, j'ai fait, j'essaie de faire dans l'ordre, j'ai fait de la reconnaissance vocale dans un laboratoire en Suisse. Ensuite, j'ai fait de l'analyse de données de biologie, de la génomique plus exactement, donc l'analyse du génome, à peu près dans les années 2000 où c'était l'époque du séquencement du génome humain. Ouais. Ensuite, j'ai fait prof d'algorithmique et de machine learning pendant en école d'ingénieur. En France? En école d'ingénieur en France. Et ensuite, je suis allé à AB Testing, où, on va dire, venant plus d'un profil machine learning, voilà, je me suis mis un peu au back to basic des stats et justement, voilà, de développer les stats et à la fois, un petit peu comme tu le disais, de les développer, de faire des outils, mais aussi d'embarquer les gens et les clients pour les utiliser correctement. Parce qu'à un moment donné, l'outil ne fait pas tout, c'est comment les gens l'utilisent, c'est ça qui fait le truc. Il y a une expérience que tu as préférée entre faire de la recherche, être prof, maintenant être dans une scale-up? Je dirais que les deux trucs que j'aime bien, c'est creuser un sujet dans le côté recherche. Ce que j'aime bien aussi, c'est expliquer. Donc en fait, j'ai fait d'abord vraiment purement de la R&D, ensuite après purement expliquer. Et là maintenant, justement, je trouve que j'ai fait un mix des deux. C'est-à-dire à la fois, je construis des outils et aussi j'aide les gens à comprendre et à les utiliser correctement. Donc en fait, voilà, moi je trouve que là, j'ai fait mon mix parfait de mes centres d'intérêt. Trop bien. Et est-ce qu'avec tes mots, tu peux nous réexpliquer qu'est-ce que fait AB Testing, qui vous êtes, etc. Alors, AB Testing, un petit peu comme son nom le suggère, on a commencé par faire de l'A/B test, donc la capacité, et puis ça en revient un petit peu côté biologique, justement ce qu'on appelle des random, des expérimentations aléatoires, où en fait c'est un peu la manière de tester des médicaments, c'est-à-dire effectivement donc, de faire du test empirique, de dire quelle est la meilleure façon de faire. On fait les deux, on regarde justement les chiffres, idéalement les statistiques, et on décide de quelle est la meilleure manière de faire. Maintenant, évidemment, ça c'est le fondement. On est allé bien au-delà. On fait aussi de la personnalisation, des patchs. Maintenant, aujourd'hui, on fait même de la recommandation produit. On a une brique de search qui est en train de sortir. Donc, en gros, je dirais donner vie au site web. Et aussi, donner vie, et la vie, c'est aussi l'adaptation. Donc, à la fois les mettre en mouvement et les faire s'adapter aux gens qui les utilisent. Très belle phrase. Très belle phrase. Et c'est des milliers de clients à travers le monde, aussi bien la France, les États-Unis, l'Asie aussi. Donc, et en Asie aussi, effectivement, Australie, etc. Un peu en Australie aussi, ouais. Le marché australien, je vois qu'il est en boom total, j'ai l'impression. Super. Si on va directement dans notre sujet, on regarde les équipes marketing, les équipes produits, elles font beaucoup de changements sur leur site. C'est déjà des équipes qui sont, on va dire, naturellement data-driven. Je pense qu'un account manager de ces ads aime bien regarder si ça monte, si ça descend. Pourquoi AB testing, finalement? Pourquoi on AB test? L'A/B test, je dirais que c'est un peu comme l'histoire des médicaments, etc. On connaît l'effet placebo. Parfois, il y a des trucs, on pense que ça marche. Du coup, on va regarder les manières, le résultat en se disant ça marche. Et parfois, ça marche pas. Et qu'à un moment donné, quand on a un vrai problème, le placebo, ça permet pas d'aller assez loin. Donc effectivement, c'est tester empiriquement, de voir vraiment la réalité par rapport à une hypothèse de base. Je pense que ma fiche produit serait mieux organisée comme ça. Je pense que telle phrase d'accroche sur mon site en entrée, c'est la meilleure, ou telle image. On peut avoir plein d'idées. Et y en a qui marchent, il y en a qui marchent moins bien. Et là, ça permet de les tester en vrai par rapport au flux de visiteurs qui arrivent. Voilà. J'entends des influenceurs, on va dire anglais, dire que l'A/B test, c'est le gold standard
du decision making. Est-ce que c'est une phrase qui te parle? Oui, je comprends. Bah, évidemment, entre guillemets, ça va dans l'autre sens, donc je vais pas dire le C'est contraire. bavant, si jamais. Bon, il écoutera pas parce que c'est en français, mais Non, mais je veux dire, je vais pas aller à l'encontre de ça, c'est vrai. Quelque part, c'est déjà un peu le gold standard pour faire des médicaments, donc il y a quand même un truc un peu important. Donc à partir de là, de se dire que oui, c'est assez vrai. Maintenant, effectivement, il y a aussi des cas où c'est moins applicable. Je veux dire, on va y venir, mais du coup, effectivement, le fait d'avoir un certain volume de visiteurs, quand on est une toute jeune start-up et qu'il n'y a pas beaucoup ou start-up ou même simplement en débutant dans l'e-commerce, voilà, on n'a pas beaucoup de visiteurs, les stats avec peu de nombres, ça devient compliqué, on pourra y revenir. Mais il y a des cas où c'est pas forcément applicable et du coup, le user testing, etc., peut être une alternative aussi intéressante. Ça dépend des situations. Mais je dirais que si on dispose des données, bah oui, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'alternative meilleure que ça. C'est juste l'expérimentation, la vraie vie. totalement. Ah bah, Voilà. tiens, c'est marrant ce que tu dis sur le mot expérimentation, parce qu'on m'a posé cette question. Est-ce que je pouvais te demander quelle était la différence entre l'expérimentation et l'A/B test? Alors, Même si c'est un peu une question piège. Hein, ouais, attention, pas non, de mais j'aime bien. préparation. Allez, je vais transformer un tout petit peu le truc. Moi, je dis en général, c'est quand on me dit, on parle du CRO, on va mettre la B-test là-dedans, et l'expérimentation. Pour moi, le CRO, c'est effectivement, j'ai l'objectif d'optimiser mes conversions. Donc, en gros, pour schématiser, je tourne des trucs un peu à droite, à gauche, et puis, quand tout à coup c'est mieux, je m'arrête, ou je reprends cette base, et puis je bidouille d'autres trucs jusqu'à ce que ça marche un peu mieux, sans forcément chercher à comprendre. Je dirais un peu comme à l'époque quand on utilisait des radios FM, on tourne un peu à droite, un peu à gauche, là c'est bon, là c'est meilleur, on n'a pas forcément d'explication du pourquoi finalement on arrive à un truc qui est bon, mais on y est, on touche plus. L'expérimentation, c'est la partie que je trouve plus intéressante, c'est qu'on va avoir des hypothèses. C'est qu'on va se poser des questions et qu'à l'issue d'une expérimentation, on va pouvoir plutôt infirmer ou confirmer une hypothèse et passer à autre chose. Et ça, c'est pour moi le mieux, c'est évidemment l'expérimentation. Parce que typiquement, quand on fait du CRO, on a bidouillé des choses, puis en fait, il ne se passe rien. C'est quand même 80% des cas, pas à l'oublier. Qu'est-ce qu'on fait après? On bidouille d'autres trucs au pif. On se doute bien que ça va pas être très fonctionnel. Alors que si on avait une hypothèse au départ, de se dire que finalement à la fin ça bouge pas, c'est intéressant, c'est de se dire que l'hypothèse qu'on avait est fausse. Et du coup on s'approche un peu plus de la réalité, ou on s'éloigne un peu plus de l'imaginaire faux, donc on avance vraiment. Donc voilà, je dirais que la différence, c'est ça pour moi, c'est l'expérimentation, c'est qu'il y a vraiment une partie hypothèse. On réfléchit avant, on réfléchit à la limite, peut-être pas pendant, puisqu'on collecte les données pour voir ce qui se passe, et on réfléchit après de voir ce qui s'est passé. Alors que le CRO, juste la B-test au petit bonheur, c'est un peu jouer au loto. À un moment donné, on gagne. Est-ce que parce qu'on a gagné un coup, on va regagner le coup suivant? Non, c'est pas relié. Parce qu'on n'avait pas d'hypothèse. C'est ça la différence. Et c'est pour ça peut-être aussi qu'on voit des taux de win en A/B test qui sont généralement très faibles, de client à client, parfois du 15, parfois du 20%, voire même en dessous. Je pense qu'il y a plein de raisons pour ça. Il y a celle-là déjà, effectivement, le fait d'avoir une vraie hypothèse. Puis parfois aussi, c'est simplement aussi le point de départ. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est compliqué d'optimiser un truc qu'on a déjà vachement optimisé. Carrément. Donc quand on est au début, on a forcément plus de wins. Et quand on est déjà très avancé, ça devient un peu compliqué de chercher encore de grappiller des pouillèmes. Mais voilà. Après, de toute façon, moi, je serais tenté de dire, c'est le truc de l'expérimentation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on se plante plus, c'est louche. Ça veut dire qu'il y a un truc qui est faux, etc. Donc, il faut accepter, entre guillemets, de se planter. Une bonne expérience, en tant que scientifique, une bonne expérience, c'est une expérience qui produit un truc qu'on n'attendait pas. Et là, du coup, c'est intéressant. Maintenant, évidemment, dans le côté business, si on fait que ça, c'est problématique. Il y a un petit, un compromis à avoir entre effectivement le fait de chercher des trucs un peu osés et puis de l'autre côté aussi d'éviter de perdre de l'argent pour rien. Je sais pas si tu as déjà essayé de faire ça dans ton rôle. Finalement, nous, ce qu'on remarque, c'est que finalement, entre les notions d'ABTS, CRO, expérimentation, il y a aussi un niveau de maturité dans les sociétés, peut-être de compréhension du sujet. On voit généralement des sociétés qui vont directement acheter un outil pour faire de l'ABTS parce qu'ils ont l'impression que ça va apporter un certain gain. Ils se rendent compte qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, donc ils passent à, on va dire, un programme de CRO en embauchant peut-être un product analyst, un CRO manager, etc. Et une fois que l'équipe se développe assez fortement, qu'il y a assez d'appétence à travers toute la société, on voit se développer des programmes d'expérimentation avec des Head of Experimentation, des programmes de transformation interne. Je ne sais pas si toi, tu as déjà travaillé sur ce type de projet. Alors, je les vois,
Ouais. mais je n'y travaille pas spécifiquement. Ouais. Nous, on fournit des outils. Mon boulot au jour le jour, c'est de chercher des nouvelles idées stats. Ouais. Et aussi au jour le jour, parfois, d'avoir les clients en disant tiens, j'ai tel résultat qui est bizarre, est-ce que c'est un bug, est-ce que c'est moi qui comprends pas bien le truc, etc. Maintenant, effectivement, la partie organisationnelle, je la vois, et le niveau de maturité, je le vois effectivement en fonction de différentes typologies de clients qui se posent pas forcément tous les mêmes questions, etc. Mais effectivement, les plus grosses équipes, c'est eux qui vont effectivement en général avoir les tests les plus aboutis en termes d'une vraie hypothèse, une analyse, un truc un peu carré. Là où les petites équipes, c'est juste un peu au feeling, mais ce qui n'est pas forcément négatif. Hein. Parfois, dans les petites équipes agiles, on voit un truc, ça a l'air bizarre, paf, on le fait. Ah oui, c'est mieux, bah, super, on passe à autre chose. Où effectivement, c'est un peu plus bricolage. Mais ce bricolage, justement, comme c'est des petites entreprises, parfois aussi, souvent, elles partent d'un point qui n'est pas très optimisé. Donc, en fait, elles avancent vite. C'est bien aussi. Donc, voilà, je vois cette différence-là. Et le pire étant, en fait, quelque part, ceux qui, justement, sautent les intermédiaires. C'est-à-dire qu'en fait, qui arrivent en se disant oh, j'ai pris un outil AD test et tout à coup, ils partent sur des trucs compliqués. Ou n'ayant pas l'expérience, ils font des trucs à la fois compliqués au niveau de la collecte des données, pas parfaites, donc du coup, au niveau stats, c'est un peu compliqué. Et ils nous appellent après en disant ah, j'ai des résultats, je comprends plus rien. Puis à un moment donné, il faut remonter le fil et de se dire ah oui, mais en fait, du coup, les données là, elles sont pas exactement ce qu'il faudrait. Le type de test que vous avez fait n'est pas exactement ça. Du coup, enfin, on arrive à la fin, c'est un peu frustrant de dire vous avez fait un tir un peu moonshoot là, mais en fait, il va falloir recommencer parce que là, je peux difficilement essayer de rattraper ça parce qu'il manque des données ou il y en a parfois de trop, entre guillemets, mélangées qu'on ne peut plus sortir. Voilà. Moi, je trouve que les trucs qui marchent bien, c'est effectivement une progression, on va dire une bonne progression. Et c'est comme dans beaucoup de choses, hein, quand on essaie d'aller trop vite, en fait, au final, on va plus lentement. J'aime bien ce conseil, je crois, keep it simple, stupid. Et même pour des boîtes assez matures, on remarque que parfois les tests les plus simples sont ceux qui corrigent les plus gros problèmes et donc pas forcément besoin de faire des choses trop compliquées. En tout cas, c'est démarrer par un truc simple et stupide. Exact. Allez, je vais pas et après, tu as l'effet bout de mais en fait, voilà, c'est ça. Ouais. C'est de vraiment avoir un truc, un ramp-up, une croissance, que de vouloir tout de suite faire un truc compliqué. Ça, en général, c'est... J'ai l'impression que côté ABTC, vous avez essayé de garder les choses simples sur la partie stats. Je vois peu de vocabulaire compliqué sur votre plateforme. J'ai l'impression que vous avez essayé de vachement simplifier le truc. Alors peut-être parce que vous êtes une des rares boîtes avec des milliers de customers. Et donc bien sûr, je pense que la distribution de la maturité des customers doit plutôt se tourner vers des gens qui sont peu matures ou peu de tests. C'est quelque chose de volontaire, c'est quelque chose sur lequel... En tout cas, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est comme dit, ça ne sert à rien de faire un super outil si la personne derrière va mal l'utiliser ou mal le comprendre. Sûr. Donc en fait, effectivement, avec le produit, en fait, si tu veux, même en termes de structure, moi, je suis dans l'équipe produit. Je ne suis pas dans l'équipe technique, etc. C'est vraiment une volonté de se dire qu'il faut que ce soit vraiment intégré. Donc oui, c'est vraiment quelque chose qu'on cherche à faire des choses un peu simplifiées. Et si je reprends justement un des tout débuts, donc là vraiment, je vais faire remonter 11 ans en arrière, où tout le monde utilisait des tests fréquentistes classiques, et justement avec les fameuses p-valeurs que très peu de gens comprennent vraiment ce que ça veut dire, parce qu'il faut dire que c'est un peu tordu, où justement, quand je suis arrivé, ils utilisaient des tests sur étagère. Et je dis, ah ouais, ça c'est quand même des trucs, les p-valeurs, beaucoup de gens le prennent de travers. Et notre approche, une approche bayésienne qui produit une probabilité. Alors après, si on regarde dans les détails, ça se ressemble beaucoup, mais au final, c'est quand même plus simple. On peut réellement parler d'une probabilité avec ce qu'on manipule. Et les gens ont quand même beaucoup plus de facilité de travailler avec une probabilité qu'avec une p-valeur. Donc c'est un des premiers trucs qu'on avait changé pour les ça. deux méthodes, parce que je sais que l'ancienne Chief Data Scientist de Google, j'arrive jamais à prononcer son nom. Je retrouverai, je le mettrai dans le link below, avait fait une vidéo de 1 ou 2 minutes pour essayer d'expliquer la chose. Même moi, mes consultants n'ont pas forcément compris ce qu'elle disait. Elle parlait que c'était une différence de perspective, mais ça produisait le même résultat. Est-ce que toi, est-ce que tu peux essayer de nous simplifier la chose aussi? Alors justement, pour commencer presque un peu par la fin, pour dédramatiser le truc, c'est qu'effectivement, et j'ai fait un article sur LinkedIn justement, si on prend les ranges de valeurs qu'on utilise en général et les décisions qu'on veut prendre dans le contexte du CRO, numériquement, ça donne pratiquement les mêmes choses. D'accord. C'est vraiment que dans des cas un peu extrêmes où, en gros, ça va donner des choses substantiellement différentes. Maintenant, justement, quand on fait une approche bayésienne, ce qui va sortir, c'est typiquement une probabilité de gagner. On appelle ça, nous, le chance to win.
C'est le truc qu'on entend. Oui, je vais prendre un pari, ouais, je vais prendre un pari à 95%, j'ai 95% de chance de gagner, je dis bon ok ça va. On reviendra là-dessus parce que j'aime pas trop cette phrase trop simplifiée, mais voilà. La p-valeur, c'est la probabilité d'observer les chiffres qu'on voit, alors qu'en fait l'hypothèse de base est fausse. Ouais. C'est un peu compliqué, ça prend les problèmes dans l'autre sens. Maintenant, en fait, il y a une raison pour laquelle ça se formule dans ce sens pas intuitif, c'est que d'un point de vue calculatoire, c'est la chose la plus simple qu'on puisse faire. C'est-à-dire que, d'un point de vue vraiment applicable, c'est-à-dire que on prend quelques chiffres, on met avec une calculatrice et une table, on peut le faire. L'approche bayésienne, où on va obtenir réellement, entre guillemets, une probabilité, même si numériquement c'est un peu la même chose dans la plupart des cas, ben, il faut faire du sampling. Et sampling, c'est un peu compliqué. Et le sampling, il faut avoir un ordinateur pour le faire. Sampling, ça sous-entend en fait faire des tirages aléatoires d'une certaine manière et ensuite regarder tous ces tirages aléatoires pour voir justement combien ont été favorables, combien ont été défavorables. Et ben, ça devient la probabilité de gagner, c'est combien de tirages sont favorables à mon issue et combien le sont défavorables. C'est ça l'idée. Et donc, fondamentalement, c'est pour ça que moi je trouve que c'est un peu une bataille de clochers. Dans la pratique du CRO. Ouais. Après, quand on va dans des cas un petit peu particuliers, ça devient un petit peu spécifique. Enfin, c'est un sens, on va dire, quand même, une des raisons pour lesquelles moi je préfère, parce que sinon à un moment donné, en train de dire là, ok, voilà, c'est que typiquement, par exemple, l'intuition de base serait de dire j'inverse en fait. Une p-valeur, enfin, si j'ai moins de 5% de chance que ce que je vois est dû au hasard, et ben alors dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a vraiment un effet. Donc, en fait, en probabilité, ça revient à dire, si j'ai plus de 95% de chances que je vais gagner, c'est la même chose. Maintenant, c'est si on part dans les autres extrêmes. J'ai une p-valeur qui est à 70. Donc, en fait, c'est très loin du seuil. Donc, ça veut dire qu'il ne se passe rien. Pas forcément. Ça veut dire peut-être aussi que je n'ai pas assez de données pour décider. Et du coup, cette manière-là, justement, d'avoir une réflexion un peu tordue, mixe parfois des situations dans le même panier, et que du coup, c'est problématique. Parce qu'en fait, je peux avoir une p-valeur à 70, mais j'ai pas beaucoup de données, et pour autant, j'ai peut-être quand même un effet très fort qui est à l'intérieur. Pourquoi tu penses cette méthode? Alors, j'ai l'impression, et même quand on voit un peu sur les réseaux, j'ai l'impression que la méthode fréquentiste est quand même celle qui a un peu gagné le cœur des gens. Alors, pas forcément en termes parce qu'ils le comprennent et donc qu'ils l'utilisent, mais juste globalement en utilisation. Quand on compare la plupart des outils sur le marché, ils ont mis par défaut le fréquentiste. Est-ce que tu penses qu'il y a une raison particulière? Moi, j'ai entendu à l'époque, quand j'étais côté commercial outils, le pitch était c'est la méthode qu'on utilise, je crois, hein, dans la recherche médicale, et donc ça donnait une certaine certitude. C'était un bon pitch commercial, tu vois. T'imagines, on valide un vaccin avec le fréquentiste, t'as pas envie d'utiliser ça pour ton site internet. Et par contre, à l'inverse, le bayésien, alors encore une fois, j'aimerais bien savoir si c'est vrai, on m'a souvent dit, ça permet d'avoir des résultats plus rapidement. Alors, et bien sûr, dans la B-test, toutes les sociétés veulent avoir des résultats le plus rapidement possible. C'est un des pain points justement de la B-test, et je pense qu'on va en reparler tout à l'heure, c'est que ça demande du trafic, et donc ça demande soit des gros titres, soit plus de temps. Alors, je pense qu'il y a une raison, comme beaucoup de trucs dans les technologies, historiques. C'est-à-dire qu'effectivement, la première méthode, c'était celle-là, même si la méthode bayésienne, d'un point de vue théorique, alors je sais pas les dates des trucs, mais d'un point de vue théorique, ça existe aussi depuis très longtemps. Maintenant, d'un point de vue applicabilité, il faut avoir des ordinateurs capables de faire du sampling au kilo, et ça, c'est quand même relativement récent. Et du coup, c'est l'ancienne méthode, il n'y a pas de bons outils, il y a des vieux outils, enfin il n'y a pas de vieux médecins, il y a des vieux médecins, enfin c'est pareil, quoi. C'est de se dire, c'est le truc que tout le monde utilise, donc à un moment donné, même si c'est pas le meilleur, globalement, si jamais je me suis trompé en le faisant, de toute façon, tout le monde le fait, donc ça ne me retombera pas dessus. Exactement. Donc, il y a aussi ça. Et effectivement, le pitch commercial de dire ça marche dans le côté, comment dire, dans le médical, donc c'est sérieux. Ouais, mais dans le médical, justement, il y a pas, justement, ils savent bien utiliser l'outil, et donc du coup, ils font bien attention d'avoir des bonnes tailles d'échantillons. Et du coup, l'exemple que je montrais avant, n'aura pas lieu parce qu'effectivement, si j'ai vraiment suffisamment de données, si j'ai un effet, il sera visible. Dans le CRO, parfois, je vais regarder mes données, j'ai pas eu beaucoup de trafic. Là, je peux avoir un mix de trucs, une p-valeur à 0,70, m'informe pas grand-chose. Je sais pas. Soit il y a un effet, soit il y en a pas. Soit, en fait, j'ai pas assez de données pour répondre. Et du coup, si on regarde la version bayésienne, dans ce contexte-là, typiquement, il donnerait un 50%. 50%, ça dit bien, en fait, je sais pas. Alors que j'ai une probabilité de gagner à 1%, ça veut dire que j'ai 99% de chance de me planter. Ouais, ok, c'est plus clair. C'est pour ça que moi, je préfère cette approche-là
qui permet justement vraiment d'utiliser tout le range, alors qu'en fait, quelque part, une p-valeur, une fois qu'on s'éloigne du truc de significativité, en fait, se mixe deux choses en même temps. À la fois, peut-être, j'ai pas de données pour décider, ou peut-être, il n'y a rien. Et du coup, en mélangeant ces deux situations, on répond pas clairement, enfin, pas de manière simple à l'utilisateur. C'était ça le truc. Maintenant, la raison, est-ce qu'on peut aller plus vite avec du bayésien? Le bayésien a une autre propriété, c'est que on peut ajouter une information au préalable. Ou plus exactement, on peut faire des expérimentations par étapes. Alors, le fréquentiste, on peut aussi, dans un méthode séquentiel, mais ça a été ajouté un peu après. Mais... Donc, quand on dit en bayésien, on peut aller plus vite, ça sous-entend, c'est vrai, si en fait on a une information préalable. C'est-à-dire mesurer cette métrique depuis X temps? Par exemple, ça peut être... Alors, ça c'est à moitié vrai. En fait, si on peut regarder, il y a deux manières de le faire. J'ai une information effectivement de ma métrique, c'est-à-dire j'ai une connaissance a priori de ma métrique. Et ça, malheureusement, en CRO, on ne peut pas trop le faire parce qu'on sait que justement, ça change au fur et à mesure du temps. Ouais. Donc en fait, ce n'est pas utilisable. Par contre, on peut avoir aussi un autre, on appelle un prior, donc une information a priori. Un autre prior qui est sur la probabilité de gagner. Et on en parlait avant, en général, il y a 80% de trucs qui ne donnent pas de choses. 10% qui seront justement des trucs plutôt positifs, et parfois aussi 10% des trucs qui sont plutôt négatifs, Exactement. mais qui sont aussi instructifs. Bien sûr. Parce qu'en général, ça veut dire qu'on est complètement à côté de la plaque. Donc il faut remettre ces hypothèses à jour. Et par exemple, on peut faire ça, c'est-à-dire de dire, en fait, a priori, il va falloir un signal un peu plus fort que la base pour me dire que j'ai vraiment quelque chose. Parce que je pense qu'a priori, 80% des cas, il ne se passera rien. Donc ça, c'est aussi ce qu'on peut faire. Mais du coup, paradoxalement, ça retard, ça va dans l'autre sens. Mais je veux dire par là, c'est ça. Donc c'est une possibilité. Mais pour moi, la capacité toujours de dire je vais plus vite va nécessiter le fait d'utiliser en fait plus de données. Il n'y a pas de magie, d'une manière ou d'une autre. C'est comme la méthode CUPT qui justement va utiliser des données pré-expérience, etc. Oui, va permettre d'aller plus vite, mais dans un certain nombre très limité de cas où on va avoir justement des données préalables, etc. Donc moi justement, je ne suis pas très fan. En tout cas, dans le côté e-commerce, ça n'a pas d'application. Principalement, nos clients sont dans l'e-commerce. Donc nous, ce n'est pas un truc qu'on recommande, qui n'a pas vraiment d'intérêt. Mais en stats, c'est rare qu'on ait gratuitement un truc. Il faut soit avoir plus de données, soit faire une hypothèse sur les données, il faut vérifier qu'elles soient vraies, soit un nouveau modèle. Mais le nouveau modèle, ça ne se trouve pas sous le tableau d'un cheval. Voilà. Mais typiquement, c'est le truc qu'on a fait pour Revenu IQ, où effectivement, voilà, c'est ça, on fait une recherche, on fait une adaptation spécifique. Parce que c'est un des trucs que j'appelle un dirty little secret du CRO, c'est qu'en fait, on utilise des outils sur étagère d'autres industries. Bien sûr. Pour la conversion, ça marche bien. C'est l'équivalent de ce qu'on fait pour les votes, etc., les sondages, etc. Ça marche bien, puisque le problème déjà est plus simple. Mais pour le reste, on utilise un peu des trucs sur étagère qui ne sont pas forcément prévus pour et qui marchent un peu bancal. Voilà. Et donc, avoir un truc adapté, ça, c'est le seul moyen de vraiment se dire je vais aller plus vite. Ou de faire de nouvelles hypothèses ou d'avoir des données complémentaires. Je veux vraiment qu'on parle de Revenu IQ juste avant, parce qu'on a déjà parlé des résultats. Revenir un tout petit peu en arrière d'un A/B test et quelles sont les conditions pour lancer un A/B test. Parfois, des sociétés, alors on est pitché dans un environnement où on entend Microsoft, je crois, faire 15 000 tests, Booking dans les 15-20 000 aussi. Enfin, c'est les gros cadors de cette industrie. Et donc, parfois, quand des nouvelles sociétés commencent le CRO ou l'expérimentation, ils se disent comment je fais pour lancer 100, 200 tests d'ici les prochaines années? Bien sûr, pas toutes les sociétés peuvent le faire. C'est quelque chose d'attractif pour toi comme pour moi, parce qu'un outil, plus les gens testent, mieux c'est. Moi, en tant qu'agence, plus les gens veulent faire de tests, plus je suis content, limite. Mais au bout d'un moment, il y a un fait qui est que pas tout le monde peut faire 15 000 tests par an. Est-ce qu'on peut un tout petit peu décomposer les facteurs qui te permettent de tester ou non quelque chose? Moi, je pense qu'il y a un premier truc, c'est que déjà, pas forcément, il y a la quantité et qualité. Et comme je disais, le côté ramp-up, n'essayez pas de démarrer à faire 100 tests par an, ça va pas vraiment bien marcher. Il faut aller progressivement et effectivement, là, ça devient côté ce que tu disais, architecture, c'est-à-dire qu'on peut faire des tests marketing, on peut faire des tests produits, on peut faire même des tests techniques aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les stacks techniques sont tellement compliqués
qu'à un moment donné, de se dire, ah bah, utiliser tel ou tel techno, c'est mieux, moins bien. Alors évidemment, tous les ingénieurs ont un avis. À un moment donné, la vraie réalité, c'est de tester et de faire un A/B test avec derrière des A/B tests d'infra et des trucs comme ça. On a commencé à faire des tests sur les Web Core Vitals, parce que maintenant c'est devenu quelque chose de si important. Tu sais, c'est les métriques de performance de ton site internet en termes de loading. C'est ce qui aussi finalement joue sur ton scoring Google pour ton SEO. Donc c'est super important, tu vois. Et c'était marrant parce que, alors bien sûr, je vois les sociétés, c'est un petit aparté, hein, mais les sociétés veulent absolument obtenir la green light sur les 3 métriques des Web Core Vitals. Mais quand on a comparé les taux de conversion, on voyait en fait aucune différence. Et j'ai appelé ça un peu des vanity metrics, où c'est peut-être bon pour Google, mais pour ton utilisateur, il voit pas forcément une différence. Et je trouvais ça intéressant. Mais les tests d'infra sont super importants parce que de passer du vert, on va dire, au vert foncé, et ça peut être des millions et des millions d'investissements en infra pour que tes API chargent plus rapidement, etc., etc. Et finalement, pour l'utilisateur, il n'y a pas forcément de gain. Du coup, effectivement, cette histoire donc de nom, pour moi, c'est ramp up pour que ce soit effectivement fonctionnel, que ça devienne effectivement une méthodologie et pas forcément un truc destiné que au marketing, que aux produits ou que au tech, c'est que tout le monde l'utilise. Maintenant, je pense qu'il y a aussi peut-être un truc, alors ça c'est vraiment une opinion personnelle, hein. C'est que souvent ces grandes boîtes, justement, elles n'ont pas les mêmes moyens et d'ailleurs, un truc qui différencie, c'est souvent elles n'utilisent pas des outils d'autres personnes. Elles ont leurs propres outils parce que bien souvent, elles ont leurs propres problèmes. Je veux dire, des solutions, un moteur de recherche, c'est pas le même business qu'un e-commerce. C'est pas du tout les mêmes KPI, c'est pas les mêmes problématiques, c'est pas les mêmes ordres de grandeur. Et souvent, ces grosses boîtes, en fait, elles ont contenu, voire même comme par exemple Amazon. Ils ont fait leur propre infra à tel point qu'ils fournissent l'infra aux autres. Donc en fait, ils construisent leur propre truc. Donc en fait, ils ont juste plus rapidement ils ont plus d'intérêt parce que c'est historique pour eux. Ils ont telle masse d'ingénieurs et de savoir-faire de directement le faire dans leur outil. Et de ce que j'ai vu effectivement, parce que c'est quand même intéressant, hein, même si c'est différent. C'est effectivement qu'ils arrivent à démocratiser le truc, et c'est ce que je disais au départ, c'est à la fois de faire des outils, c'est bien, mais c'est de faire des outils que les gens savent utiliser. Et donc du coup aussi de former et que ça devienne une expérimentation, c'est-à-dire qu'ils ont des trucs très carrés, des procédures, mais en même temps c'est très carré pour pas faire de bêtises, et en même temps aussi c'est extrêmement open pour que tout le monde puisse en faire. Et c'est ce qui fait que effectivement, quelqu'un d'une équipe produit, d'une sous-partie de machin d'un produit se pose une question, ou voire même dans ce qui lui est demandé, il veut sortir une nouvelle feature, il doit le faire par un A/B test. Parce qu'il y a le côté, il faut que ça marche, il faut que ce soit intéressant, mais il y a aussi souvent aussi ce qu'on appelle le problème des fonctionnalités qui augmentent, et qu'à un moment donné, même si la fonctionnalité marche, plaît, à un moment donné, le fait d'en avoir trop, on perd les gens. Donc il ne faut pas seulement être capable de dire ouais c'est mieux, mais c'est mieux de combien? J'ai adoré, c'était une quote de Jordan de chez Booking.com, qui est le Head of Mobile Applications, enfin l'ancien Head of Mobile Applications. Je l'ai eu en interview aussi, et sa quote c'était « Moi, mes A/B tests préférés, c'est de killer des features ». Est-ce qu'un truc a vraiment une utilité, quoi? Head of Mobile Applications chez Booking.com, qui te dit moi, le truc que je préfère le plus, c'est killer grâce à un A/B test. Et c'est là aussi, ça fait beaucoup réfléchir certains de nos grands groupes qui sont des clients français. Les grands groupes aiment beaucoup ajouter des nouvelles features en ce moment, surtout à l'ère de l'IA où il y a plein d'opportunités. Ne pas oublier qu'il faut aussi prendre le temps parfois de killer les choses qui ne marchent pas, parce que pas forcément bon pour tes utilisateurs, et surtout ça coûte cher aussi à maintenir. C'est pour ça, moi, c'est une blague d'ingénieur. Tu sais ce que c'est que quelque chose qui marche, qui fonctionne? C'est quelque chose qui n'a pas encore assez de fonctionnalité. c'est le défaut de l'ingénieur de vouloir ajouter plein de trucs jusqu'au moment où en fait, ça marche plus. Soit parce que fonctionnellement ça marche plus, soit parce que l'utilisateur s'y perd, etc. Ouais. C'est une espèce de défaut d'ingénieur. On a plein de qualités, mais celle-là en est une. Donc effectivement, à un moment donné, il faut être capable de dire, voilà. Et pour revenir sur un des trucs, c'est souvent le côté A/B test. Il suffit pas simplement de répondre, de dire A est meilleur, A ou B est meilleur. Mais c'est aussi de combien? Et qu'est-ce que ça apporte vraiment? Bien sûr. Parce que parfois, ça peut être meilleur d'un pouillème, mais du coup, au final, ça vaut pas le coup de l'implémenter, ça vaut pas le coup de le mettre en place. J'avais testé avec un nouveau moteur de recherche. Ah, super, la p-valeur, machin, me dit que c'est significatif, j'ai un plus quelque chose. Mais il me dit pas exactement de combien. Ouais. Et du coup, si ça se trouve, le système de recommandation, je le paye. Mais s'il me coûte plus cher que ce qu'il me rapporte au final, ça, c'est parfois aussi effectivement des trucs pour kill. Ça aussi, souvent, on des tests dits de non-régression ou de dire, il y a telle fonctionnalité, j'ai un gros doute sur ce que ça se rapporte. Par contre, je sais exactement combien ça me coûte. Donc, en fait, A/B test, paradoxalement, la variation B n'a pas une fonctionnalité qu'il y a dans A. Et on regarde combien opère au pire.
Et si effectivement on se rend compte qu'on perd pas beaucoup, on enlève. Et est-ce que c'est ce type de réflexion qui a mené à finalement créer Revenu IQ? Alors, non, la réflexion sur Revenu IQ, elle vient du fait que, justement, c'est ce que je disais avant sur la partie outils sur étagère. On utilise, donc pour la conversion, on utilise du test bayésien ou du test fréquentiste. Les deux marchent bien, enfin, on ne va pas rentrer dans le détail, parce que justement, c'est une problématique qui est assez simple dans la mesure, ce que j'appelle des mesures démocratiques. C'est-à-dire qu'en fait, que vous achetiez pour 10 euros sur un site ou vous achetiez pour 10 000 euros, quand c'est de la conversion, c'est un achat, ça a la même valeur. Dès qu'on touche à toutes les métriques qui sont relatives aux valeurs, là on a un problème, c'est qu'on a une mesure qui est plus démocratique. C'est-à-dire que quelque part, quelqu'un qui va dépenser 10 000 euros, quelqu'un qui va dépenser 10 euros, si on fait bêtement une moyenne, un utilisateur, celui qui dépense 10 000, il vaut 1000 fois plus que l'utilisateur qui fait 1. Et du coup, ça devient problématique parce que lui, il est tout seul. Et que si lui, il ramène un petit peu plus, ok, il ramène un petit peu plus. Mais si j'ai 1000 utilisateurs qui, eux, vont me ramener ne serait-ce que 1 euro de plus, j'ai beaucoup plus de chances que cet euro de plus il soit significatif dans le sens reproductible. Alors que le gars qui a dépensé 10 000 euros ou 11 000 euros, en fait, si ça se trouve, il aurait fait exactement le même comportement sur la variation A ou B, enfin l'autre sur laquelle il n'est pas allé, et j'en sais rien. Et donc ça, c'était le problème. Et pendant longtemps, effectivement, beaucoup de gens utilisent le t-test sur étagère, tout le monde l'utilise, etc. Mais personne n'a jamais vérifié qu'il marche vraiment. Et il y a des petites lignes qui disent, oui, normalement, il faudrait que ce soit des données dites normales. Je préfère le terme gaussien pour éviter la confusion avec le mot normal du langage courant. Donc la fameuse courbe de Gauss, en forme de cloche, symétrique, la moyenne est au centre, etc. Malheureusement, quand on regarde les données e-commerce, d'achat, tu veux dire, d'achat, les valeurs d'achat, la distribution, elle n'est pas du tout comme ça. Bien sûr. Et du coup, l'effet que ça fait, c'est que le t-test, il a une fausse estimation de la variance. Et du coup, juste pour simplifier énormément aux listeners, bien expliquer, le normal, c'est généralement, alors quand on parlait de t-test pour les A/B tests, ça va être surtout tout ce qui est clic de bouton, transition de page, ça va généralement faire un comportement qu'on a dit en termes de curve, si on est d'accord avec ça. Par contre, dans ton achat e-commerce, les paniers d'achat sont distribués de manière pas aléatoire, mais on va avoir des hauts et des downs un peu partout, et donc ça fait qu'on ne peut pas l'appliquer. Ouais, alors même plus exactement, en fait, c'est que si on prend la fameuse courbe Gauss en forme de cloche, elle est symétrique. Les distributions de valeurs de panier, en fait, elles ont une distribution dite à longue traîne, c'est-à-dire que côté gauche, c'est-à-dire près du zéro, à un moment donné, ça s'arrête. Je vais pas avoir, déjà, je ne vais pas avoir de produit à 0 euros, pas vraiment, en tout cas pas à moins 1 euro non plus, etc. Ouais. Par contre, je peux avoir des produits à 1000, 10 000, ou en tout cas, même si j'ai qu'un produit à 1000, mais s'il en achète 10, ça fait 10 000. Donc en gros, elle va s'étirer, on appelle ça skewed, je ne sais même pas comment on le traduit en français. Elle est étirée sur la droite et fait qu'elle est dissymétrique. Et donc du coup, quand on va parler de la fameuse variance, la variance c'est quoi? Quand on regarde la courbe de gauche, c'est sa largeur. Et quand on est sur un modèle symétrique et qu'on estime sa variance d'une certaine manière, tout marche bien parce que c'est fait pour ça. Quand on prend les mêmes formules pour essayer d'estimer la variance, mais sur un truc qui est dissymétrique, du coup, il va y avoir très rare fréquence de valeurs très 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 fortes. Et ça, du coup, ça va donner une mauvaise estimation. Enfin, on essaye de faire rentrer un truc dans un truc rond dans un truc carré, ça marche pas. Et du coup, effectivement, le t-test, dans ces cas-là, il peut assez facilement être à défaut et ne pas fonctionner. Alors après, il y a une alternative, et je me souviens qu'on en avait discuté il y a très longtemps, parce que vous avez fourni une calculatrice justement sur ça. Donc une alternative qui est le test Mann-Whitney, qui lui est dit non paramétrique, c'est-à-dire qu'il ne suppose pas une forme particulière. Seulement, le défaut de celui-ci, c'est qu'il ne propose qu'une prévaleur, mais il ne propose pas d'intervalle de confiance. Et pour une décision business, comme on le disait avant, exactement. Finalement, est-ce que ça marche, ça marche pas? La question, elle est peut-être même pas dans ce sens-là. La question, c'est quoi l'estimation de l'effet en fait qui m'intéresse réellement. Et du coup, comme il n'en propose pas, c'est une demi-solution. Et si on réfléchit justement d'un point de vue business au sens plus général, le CRO, Conversion Rate Optimization, ça n'adresse qu'une partie du problème. Le vrai business, c'est justement quand on discute avec les stakeholders, eux, c'est l'argent qui les intéresse. Exactement. Donc, c'est le revenu. Ouais, directeur e-commerce, c'est-à-dire combien j'ai gagné grâce à mon problème avec mon truc CRO. Et justement, et ça aujourd'hui, en fait, en CRO, ceux qui sont pas très au courant, ils prennent les observables et ils disent effectivement, la variation B, elle a généré 50 000 euros de plus. Maintenant, est-ce que ça va se reproduire? On croit, je vois des choses comme ça aussi. Voilà. Mais du coup, le problème, c'est que c'est un truc qui a une très grande volatilité. Et du coup, le produit en croix, en plus, on va le multiplier par un truc qui a une grande volatilité, on va le multiplier par un certain facteur. Et c'est là où, en général,
les gens qui ont un peu d'expérience se rendent compte, puis ouais, mais du coup, c'est juste irréaliste. Totalement. Ah, ok, bon, là, on comprend, vous voyez, ok, cette métrique-là, le CRO, c'est un peu le truc qu'on met sous le tapis. Ouais, on fait du CRO, pas du revenu optimization. En tout cas, évidemment, si on vend plus, normalement, on fait plus de business. Maintenant, après, de combien, on ne sait pas trop dire. Mais il y a un autre truc aussi qui a son importance et qui l'a de plus en plus aujourd'hui, surtout quand on commence à manipuler, enfin, tout le monde maintenant a des outils de recommandation produits. C'est le fameux panier moyen. Et que le revenu, c'est un mix des deux. Est-ce que je vends à plus de personnes et est-ce que je vends avec plus de valeur? Ou au moins autant? Parce que je peux tout à fait imaginer un scénario hyper simple de je modifie une règle de mon algorithme de recommandation produit, je vends à plus de gens. Oui, parce que par exemple, je présente des produits moins chers. Super. Mais du coup, je gagne moins d'argent par client. J'ai déjà vu très concrètement, on avait enlevé une page option parce qu'un directeur e-commerce ne l'aimait pas. Alors en effet, il y a plus de gens qui convertissaient, mais ton panier moyen, toutes les options partaient et donc ça s'est écroulé. Voilà. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour mixer les deux? Exactement. Et aujourd'hui, effectivement, avec des tests sur étagère, vous avez un test bayésien ou fréquentiste d'un côté, vous avez un Mann-Whitney ou un t-test de l'autre. C'est des trucs où vous avez des réponses partielles, mais pas le mix des deux. On ne peut pas vraiment dire. Donc en fait, quand les deux vont dans le même sens, très bien. Quand il y en a un qui va dans un sens et l'autre qui est neutre, très bien. Sauf si on utilise une p-valeur, parce que ma p-valeur ASO70 qui me dit soit il n'y a pas de signe, soit en fait je sais juste pas le mesurer, mais peut-être il y a un signe derrière. Donc c'est mieux d'avoir du bayésien qui là permet de dire effectivement à 50%, je sais pas, 15%, ouais, il y a peut-être une baisse. 95%, c'est bon, ça monte. Ou de regarder l'intervalle de confiance, et voilà. Et donc c'est là où on en est arrivé de se dire, bon, il y a un problème, il faudrait quand même qu'on arrive à trouver une solution. Bon, évidemment, plutôt compliqué. Donc, on a galéré longtemps. Mais ça, j'avoue que je suis très content à BTST qu'on m'a fait confiance de pouvoir bosser dans mon coin en disant j'ai l'impression que j'ai trouvé un truc. Bon, ça a duré un peu longtemps. Mais enfin, quand on a trouvé un truc, on était bien content. Ils ont bien fait confiance. Ils ont même dit, allez, on va même aller jusqu'à avoir un brevet dessus. Ah, super, bravo. Et donc, ce qu'on a obtenu aussi. Et aujourd'hui, on a un truc qui est effectivement pile adapté au e-commerce, donc justement qui utilise ces courbes-là, qui ne fait pas les suppositions de normalité ou de loi gaussienne, mais effectivement une loi de type e-commerce. Et du coup, effectivement, là, c'est ce que je disais, là, effectivement, on peut avoir des résultats plus rapidement, plus précis, parce qu'effectivement, on a un modèle qui est adapté spécifiquement aux données. Voilà, donc c'est ça aujourd'hui le truc Revenu IQ, qui nous permet effectivement de répondre sur le revenu directement, parce qu'il faut dire aussi que, encore une fois, dans la vision de simplifier pour les utilisateurs, si je réponds sur le revenu, moi, je ne fais pas de conneries. Bien sûr. Au minimum. Après, évidemment, c'est encore mieux de savoir, après, de rentrer dans les détails et d'avoir une vraie expérimentation et de se dire, j'ai modifié mon problème de recommandation, j'ai présenté un peu plus de produits moins chers. Ok, j'ai augmenté mon taux de conversion. Je vais regarder, finalement, j'ai pas trop baissé mon panier, ou en tout cas, le mix des deux me fait quand même gagner plus d'argent, donc c'est bien. Et donc, avec Revenu IQ, tu donnes une somme. Si j'ai bien vu, il y a aussi une forme de certitude sur la somme. Alors justement, on donne les deux, c'est-à-dire le fameux chance to win. Comme dit, moi, j'aime pas trop parce que c'est donner une réponse, quand on donne un seul chiffre, en général, on ment, consciemment ou pas. C'est pour ça qu'en général, il faut au minimum donner deux. Et du coup, c'est plus les intervalles de confiance. Donc, effectivement, il y a le chance to win, l'équivalent de la p-valeur ou de la probabilité de gagner, etc. Mais aussi et surtout, on donne un intervalle de confiance. Et on donne un intervalle de confiance en disant, voilà la valeur minimum, voilà la valeur maximum. La réalité se trouve quelque part entre les deux. Et évidemment, plus on a de données, plus ça se devient plus étroit et on arrive à avoir une vision plus précise. Donc, c'est vraiment l'objectif. Super. Une question que j'ai souvent justement sur le revenu, c'est imaginons, je fais un test sur ma homepage dans un e-commerce classique. Comment on arrive ensuite à calculer finalement l'impact que ça a eu peut-être sur mon taux de conversion? Simplement, alors après, en fait, la question sous-jacente, c'est de se dire, effectivement, l'objectif, c'est-à-dire la conversion ou pas, elle est beaucoup plus loin. Exactement. Sur le panier. Donc effectivement, ça peut être un peu maladroit, maladroit. C'est compliqué à mesurer. Dans ce cas-là, d'un point de vue pratique, on va quand même préférer effectivement mettre, je dirais, des trucs à miettes de pain, c'est-à-dire des tests intermédiaires, de dire, effectivement, j'ai changé par exemple mon image d'accueil. L'intermédiaire, ce serait d'avoir au moins une métrique de dire, je vais regarder si, par exemple, combien de personnes sont au moins allées voir une page produit. Déjà, est-ce que ça a bien fait l'effet que je voulais? Ensuite, est-ce que j'ai des gens qui ont mis au moins un produit au panier, etc. Et ensuite, l'achat, etc. Yes. Maintenant, effectivement, et c'est intérêt aussi, même je disais, parfois même, on peut avoir des objectifs qui peuvent être
pas directement axé sur le revenu. Pour autant, j'ai quand même envie de vérifier que je ne le casse pas. Ouais. Je veux augmenter mon inscription à ma newsletter. Ça fait totalement du sens. Donc super, je vais mettre une popine, machin. Et puis, plus je vais en mettre partout, machin, plus j'ai de chances que finalement quelqu'un clique dessus. Donc je vais avoir l'impression, si j'ai une vision très focus, de se dire ah bah en fait j'en mets partout, ça énerve les gens. Mais ça à la limite, si je regarde pas le revenu, si je regarde pas le truc au total, bah, je le verrai pas. Bien sûr. Par contre, évidemment, je verrai un truc très significatif sur mon nombre d'inscriptions de machin, de newsletter. Donc en fait, il faut en général faire les deux. Et c'est ce que je dis pour la plupart des gens, justement pour la vision un peu expérimentation, c'est de se dire d'avoir un KPI qui permet de répondre à la question initiale et ensuite d'avoir un guardrail, un truc qui me permet de me dire, mais éviter de valider un truc qui pourrait me donner totalement raison, mais qui d'un point de vue business serait une mauvaise stratégie. Donc dans l'exemple de je modifie mon image d'accueil sur ma page, sur ma homepage, bah, le premier truc, c'est effectivement, est-ce que je baisse mon taux de rebond, par exemple? Ça, ce serait ma première métrique qui me dirait, effectivement, cette image donne plus envie de voir la suite. Par contre, je vais aussi vérifier que derrière, je ne perds pas de la conversion, je ne perds pas du business, parce que l'image, ça peut effectivement rebuter les gens, les faire partir sur mon taux de conversion. Ça peut aussi donner une image cheap, et du coup, ne pas donner avoir envie ou pas donner confiance à acheter des produits chers sur mon truc. Ça peut avoir des effets totalement bizarres. Bien sûr. Maintenant, effectivement, ce qui pourrait se passer dans ce contexte-là, le plus classiquement, c'est qu'effectivement, le signal, il va être dilué. C'est-à-dire que si l'objectif final est loin et la modification est au début du parcours, bah, ce sera dilué, donc ce sera un petit peu plus difficile. C'est là où il y aura un peu l'expérience de l'expérimentateur, de se dire, bah, j'ai au moins validé que j'ai moins de gens qui bounce, j'ai plus de gens qui accèdent au moins au premier panier, puis le reste des signaux ne sont pas significatifs, parce qu'il est noyé dans le reste du bruit. Mais bon, a priori, j'ai des bons signes et j'ai pas de raison que d'avoir changé tel truc sur mon image d'accueil vraiment et heurté mon business. Les signaux statistiques me disent que bah, j'ai a priori pas d'effet, donc c'est bon et on peut valider. Revenu IQ te donne quand même une forme de réponse dans ces cas-là, si j'ai un test assez éloigné? Ouais, en fait, il va te donner un intervalle de confiance. Le fameux chances to win, Oui. justement ce que je disais sur la fameuse fréquentiste p-valeur à 70, peut-être j'ai pas d'information. Quand j'ai pas d'information, le truc me dit 50%. 50%, ça veut bien dire je ne peux pas répondre. Ça veut dire qu'il n'y a rien, ça veut pas dire qu'il y a quelque chose, ça veut dire que je peux pas répondre. Si par contre j'arrive à un 95%, je dis ouais, il y a un effet. À l'inverse, si j'ai un truc à 5%, je vais dire ça veut dire que j'ai 95% de chance de perdre. Là, ça commence à être problématique. Après, encore une fois, il faut regarder. C'est pour ça que j'aime pas trop cette histoire de chances to win, mais les gens veulent souvent un seul chiffre pour décider. C'est comme ça. C'est regarder l'intervalle de confiance. Parce que finalement, si au pire, mon risque, c'est de perdre 1000 euros de chiffre d'affaires sur un truc où j'en fais 100 000, c'est pas forcément un problème. Voilà. C'est pour ça que moi, je préfère travailler avec les intervalles de confiance pour savoir justement, en fait, quel est l'ordre de grandeur de ce qu'on peut diffuser. Typiquement, si j'ai un truc à 50%, ça veut dire je sais pas. Oui, mais l'intervalle de confiance, il va être capable de me dire bah, c'est plus 10 000, moins 10 000. En général, ce sera symétrique, tu as raison. Mais de me dire, ah ouais, ok, donc globalement, c'est ça l'ordre de grandeur sur lequel je suis en train de décider. Donc au pire, je me prends moins 10 000 si c'était une mauvaise idée, sachant que je n'ai pas la donnée pour répondre. J'ai déjà une donnée. Ça veut dire que là, je vais prendre un risque. Bon, au pire, c'est moins 10 000. Est-ce que je suis prêt à l'accepter ou pas? C'est pour ça que c'est intéressant, même dans les cas, entre guillemets, soi-disant non décisifs. Non, ça donne quand même une information, ça donne une situation au pire, ça pourrait être ça. Et je trouve que c'est quand même pas mal de savoir qu'est-ce qu'on va risquer avant de se lancer dans un pari. Surtout sur le revenu et pas juste sur des conversions. Voilà. Il nous reste le temps pour 2 petites questions. Ça passe vite. Ouais. Obligé de te poser cette question. L'IA, les LLM, est-ce que ça a changé quelque chose à ton quotidien? Est-ce que ça a peut-être perturbé ou changé la roadmap que tu comptes avoir pour tes clients dans les 6, 12, 24 prochains mois? Nous, on propose évidemment dans les outils, je dirais que c'est un peu annexe. Maintenant, il y a quand même des choses où on fournit typiquement un LLM qui permet d'essayer de répondre aux questions statistiques, etc. Donc, je dirais que c'est un peu comme tout le monde, ça fournit des assistants. Et dans la plupart des cas, ça marche franchement pas mal. C'est nickel. Pour mon usage, en fait, ouais, j'avoue, il y a des trucs qui sont vraiment intéressants. Je trouve que c'est un peu l'équivalent d'un stagiaire. Se dire, j'ai envie de creuser un sujet. À l'ancienne, ça aurait été effectivement à rechercher à Google, à trouver les bons mots-clés, à chercher. Là, j'ai une espèce de petite discussion. On dit, qu'est-ce qu'on peut faire sur tel type voilà. Ah, tiens, on m'a parlé des types des tests de permutation, de machin. C'est quoi de nouveau? Ah, ça prend... Et du coup, voilà. Non, je me souviens d'un des coups, justement, je devais
On devait justement faire une distribution bêta dans du SQL et genre, il n'y avait pas. Enfin, un truc avec ClickHouse, enfin bref. Et il y a une fonction stat qui manquait. En stats, on peut reconstruire toutes les fonctions à partir de fonctions de briques de base. Une espèce de jeu mathématique. Et donc là, il nous en manquait une. Et donc là, typiquement, en discutant, bam, c'est quoi la solution? Mais ça reste un stagiaire, c'est-à-dire qu'il va proposer des solutions. On essaye. Ah, ok. Voilà. Ah, mince. Tu m'as pas dit. J'ai testé sur des valeurs genre de moins de 1%. Les approximations sont plutôt mauvaises. Là, il fait effectivement le stagiaire qui fait oui, tu as raison, machin. Donc, il dit des trucs. Il faut vérifier. Mais ça permet quand même effectivement d'aller vachement vite. Alors qu'avant, ça aurait été effectivement un long boulot. Mais il faut, dans le côté stat, vraiment, quand il y a une vraie logique, un savoir-faire derrière, faut un peu effectivement se méfier des trucs qu'il dit, mais ça ne veut pas dire que c'est pas inutilisable. Parce qu'il y a encore quelques mois, les derniers modèles, quand je compare la réponse pour analyser un A/B test de Gemini, ChatGPT et Claude, parfois j'avais pas la même réponse. Et donc faut quand même faire attention. Alors maintenant, je pense que depuis les modèles ont vachement évolué, mais à l'époque c'était peut-être un ChatGPT version 3. On n'était pas encore sur la même réflexion, niveau de réflexion qu'aujourd'hui. Une dernière petite question, j'aime bien finir par une question fun. Alors toi qui viens du monde des maths, de la recherche, depuis 1 an et demi maintenant, je suis jeune papa, j'enchaîne sur un autre enfant, comment je m'assure qu'ils vont aimer les maths? Franchement, je pense que, alors moi c'est ma vision, hein. À part quelques rares exceptions qui de toute façon auront entre guillemets pas besoin d'un compte, qui s'ils le feront tout seuls même s'ils sont un truc adverse, je pense fondamentalement, personne n'aime les maths. Non mais... Moi, c'était ma matière préférée. Maths et physique à l'école. Ce que je veux dire, justement, dans la maths physique, c'est on y trouve un intérêt quand on en a besoin pour faire un autre truc. C'est vrai. Et moi, typiquement, effectivement, pour les maths, je trouvais ça toujours assez pénible. À l'époque, la physique, je trouvais ça beaucoup plus intéressant. Et du coup, on se rend compte qu'on a besoin des maths pour faire des trucs. Après, j'ai découvert l'informatique, me dire ah super machin. Je veux tracer un cercle. Ah mince, mon truc, il a pas de fonction pour tracer des cercles. Comment je fais? Ah, on apprend la fonction de trigo, machin. Ah, puis je veux essayer de faire un truc de pseudo 3D. Ah oui, donc faut que je rentre dans les détails de notion de projection. Ah, du coup, effectivement, ça devient intéressant, alors que quand c'était présenté par un tableau noir en disant comprends ça et machin, les projections. Ouais. Ça manque d'application à un jeune âge. C'est ça. Donc je pense qu'en fait, c'est plus le fait de se dire, de s'intéresser à des trucs, et ensuite, après, d'être capable d'entrouvrir le fait que il y a des trucs de maths derrière qui permettent de résoudre ce problème. Et alors, du coup, ça devient intéressant, et ça peut devenir un sujet en soi. Moi, j'y suis revenu, du coup, dans l'autre sens. C'est-à-dire que maintenant, en me rendant compte, dans tous les trucs que j'ai faits, ah ouais, à chaque fois, il y a des trucs de maths. Donc maintenant, quand quelqu'un me dit, ah, il y a une nouvelle idée de maths, machin, c'est ça, je me dis, ouais, ok. Enfin, là, je me dis, bon, ça vaut le coup d'essayer de creuser un peu parce que va peut-être y avoir une application qu'on va trouver derrière, etc. Mais pendant très longtemps, et je pense que pour beaucoup de gens, on va y trouver un intérêt parce que c'est un outil pour faire autre chose. Et que c'est dans ce sens-là qu'on s'y intéresse. Donc, c'est juste de faire entrevoir qu'il y a une solution maths à un problème qu'on est en train d'essayer de résoudre. Moi, je pense que c'est quelque chose de très ludique et peut-être parfois l'apprentissage ne l'est pas assez. Oui, ça, ouais, c'est super. Franchement, comme j'avais une partie prof, moi, du coup, effectivement, c'était à chaque fois, je disais, pour comprendre un truc à brut, c'est compliqué parce qu'il faut comprendre le problème, ensuite comprendre la solution et le machin. Alors qu'en fait, si on met une condition d'apprentissage où en fait le problème est simple, où le problème est implicite, les gens le comprennent déjà. Et alors, ils ont déjà compris le problème et ils peuvent se focaliser sur la solution. Donc du coup, souvent, ce que je vois, c'est des trucs comme ça où le problème en fait est intuitif. Ça peut être un jeu, je fais un truc de Pac-Man, allez-y, faites-moi l'algo juste du fantôme qui essaye de chasser le truc. Ah ouais, ok, les règles du jeu sont évidentes pour tout le monde. Du coup, le seul problème, c'est comment je fais des règles de décision pour que le Pac-Man, le fantôme soit assez efficace pour aller chasser le Pac-Man. Me focalise. Donc c'est pour ça, c'est d'arriver à faire ça, de se faire entrevoir qu'il y a des maths dans des trucs. Je pense que si on essaye frontalement de dire « Ah, machin, les maths, c'est beau », ça marchera pour 0,1% des gens et qui, à mon avis, sont souvent déjà des gens positivement illuminés. Ouais. Qui, de toute façon, ils iraient d'eux-mêmes, tel que je l'imagine. Mais pour la plupart des gens, il faut faire entrevoir qu'il y a des maths sous un problème, il y a un truc qui les intéresse déjà. Et alors, dans ce cas-là, ça roule. Merci beaucoup. Merci à toi.